Ah, la présidentielle, cette élection que le monde entier nous envie. La présidentielle française avec ses candidats qui ont fait parler d'eux une fois à l'occasion pour 7 savoureuses petites histoires que je vous propose de raconter ici en attendant le prochain ou la prochaine. Alors l'histoire de la présidentielle en France date de 1962 à partir du référendum qui autorise le peuple à voter directement au suffrage universel pour le président de la République. De Gaulle a construit ça un peu sur mesure pour lui, de façon à éliminer un peu toute forme de concurrence. Mais en 1963, la riposte s'organise avec l'arrivée de Monsieur X. Monsieur X est issu de l'Express et d'une chronique qui ne donne pas le nom du candidat de gauche, mais trace un profil, un homme intègre, un bon gestionnaire. Bref, on se la joue à la Kennedy et on fabrique un personnage qui n'a pas de nom. Hélas, 3 semaines plus tard, le canard enchaîné dit que Monsieur X se cache derrière le masque de fer, référence à Gaston Defferre, homme politique socialiste de la Provence, et qui va essayer de mener à bien sa candidature. En dépit d'une bulle médiatique au départ, Gaston Defferre disparaît des cadres et ne sera pas candidat à l'élection présidentielle de 1965. Reste que Monsieur X est resté dans le langage familier français. 1965 encore, mais cette fois-ci du côté des candidats déclarés. Et celui-là se déclare une demi-heure avant la fin des dépôts de candidature. Il s'agit de Marcel Barbu. Personne ne connaît Marcel Barbu au moment où il se présente et plus personne ne le connaît maintenant puisqu'il ne récoltera que 1,15% des électeurs. Mais c'est le premier petit candidat, celui qui pleure à la fin de sa première allocution télévisé, celui que certains taxent de chrétien de gauche alors que d'autres le prennent pour un conspirationniste. Le général de Gaulle aura un mot beaucoup plus définitif puisqu'il le traitera d'hurluberlu et de brave couillon. En 1969, mai 68 est passé par là. La palissade, oui, mais mai 68 a accouché d'un certain nombre de nouveaux leaders un peu trotskard, dont Alain Krivine, qui marche dans les premiers pas de la LCR. En 1969, les camarades d'Alain Krivine décident que ce sera lui qui ira à la présidentielle pour faire parler de leur mouvement. Pas pour la gagner, pour faire parler de leur mouvement. Sauf que Alain Krivine ne le sait pas. Et au moment où il l'apprend, il est au service militaire. Pataquès, effroi à la caserne du côté de Nancy. Que va-t-on faire du petit Krivine? D'autant que, pour se présenter à la présidence de la République, il s'agit d'être à jour de ses obligations militaires. Le Conseil constitutionnel va trancher et dire que le fait de s'être engagé déjà dans le processus du service militaire octroie à Alain Krivine les droits de se présenter à la présidence de la République. Il le fera 2 fois, une fois en 1969 donc, une fois en 1974 encore, pour 2 fois 1%, ce qui lui fera dire « J'aurais pu être élu président de la République, évidemment, il m'a manqué 99% des voix ». Alors là, c'est l'histoire du seul président de la Ve République qui n'a jamais été élu. Il s'agit d'Alain Poher. Alors, qui est ce Alain Poher? Eh bien, Alain Poher, c'est le président du Sénat. Le président du Sénat pendant 8 mandats. C'est dire si le gars y a trouvé un petit goût au palais du Luxembourg quand même. Et puis le président du Sénat, eh ben, c'est celui qui assure le rôle de président de la République en cas de vacance du pouvoir. Ça va arriver 2 fois sous le règne d'Alain Poher. Une fois quand le général claque la porte après le référendum perdu de 1969 et une autre fois quand Georges Pompidou casse sa pipe en 1974. Il fera 2 fois 2 mois président de la République pour installer les élections suivantes. Élections auxquelles il participera en 1969 en étant battu par Georges Pompidou au second tour. Pauvre Alain Poher. Qui se souvient de Guy Hérault? Et personne en fait, parce que Guy Hérault en 1974 est le candidat qui va recueillir le moins de voix lors d'une élection présidentielle. La concurrence était rude puisqu'il avait contre lui un certain Jean-Claude Sebag qui portait environ les mêmes idées que lui, à savoir un fédéralisme européen, idée très en vogue du côté de la France, et que Jean-Claude Sebag va humilier Guy Hérault, ce qui montre quand même que le mouvement fédéraliste européen, oui mais non en fait. Si je vous fais
travailleurs, travailleuses. À qui pensez-vous? À Arlette Laguillet, bien sûr. Arlette Laguillet pour Lutte ouvrière qui commence son pèlerinage à la pêche aux voix en 1974 et va concourir 6 fois de rang pour devenir présidente de la République. Elle n'y croit pas vraiment, hein, même si en 2002, elle monte à 5,7% des voix. Mais comme c'est parti dit d'extrême gauche, elle entend porter les idées à la télévision. Arlette Laguillet est par ailleurs la première femme à devenir candidate pour la présidence de la République. Sur 75 candidats déclarés, 15 sont seulement des femmes. Il faudra attendre Ségolène Royal pour le PS, puis Valérie Pécresse pour les Républicains, pour voir 2 grands ou 2 ex-grands partis mettre à la course 2 femmes. Alors ce qui distingue Eva Joly des autres, ce n'est pas le fait qu'elle est une candidate verte, il y en a déjà eu, ce n'est pas le fait que c'est une femme, il y en a déjà eu, c'est le fait qu'Eva Joly n'est pas née française, puisqu'elle est née norvégienne et qu'elle est devenue française par son mariage avec un certain Monsieur Joly quelques années auparavant. Mais cette binationalité va poser des problèmes déjà à la droite traditionnelle, qui est un peu gênée aux entournures, et spécialement au Rassemblement national, qui lui l'exprime clairement lorsqu'Eva Joly déclare qu'elle veut abroger le 14 juillet dans son défilé militaire pour le remplacer par un défilé mordoré, bigarré, avec des enfants, des fanfares, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. C'est un couac de premier ordre qui se solde par un très mauvais résultat pour l'écologiste à 2,31% en 2012.